Voilà, bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints. Mon nom est Nicolas Neyzen, responsable de la transformation numérique et chargé de cours à HEC Liège. C'est moi qui aurai le plaisir d'animer cette table ronde aujourd'hui sur le sujet des data scientists au service de votre territoire, qui a donc lieu dans le cadre des Smart Inspiration Day 2020. Donc, cette table ronde virtuelle fait suite en réalité à un événement qui avait eu lieu en septembre dernier sur le même thème. C'était le 13e meet-up de la communauté Data Science Liège et qui avait déjà été organisé en collaboration avec le Smart City Institute. Donc aujourd'hui, pas de bref exposé de la part de nos invités, comme ce fut le cas à cette occasion, mais bien des échanges pour approfondir le sujet, aller plus loin et voilà, échanger sur base des expertises de chacun. Je dois vous prévenir que cette session, ce workshop est enregistré parce qu'évidemment, il n'est pas évident pour tout le monde de suivre les échanges à une heure aussi matinale. Et donc, voilà, comme ça, vous avez vous avez l'information. Si vous devez nous quitter en cours de route, ce serait dommage, mais sachez en tout cas que vous pourriez par la suite avoir accès au podcast. Euh, Nous allons essayer de vous faire participer un maximum pour cela, sur les différents thèmes que nous allons pouvoir aborder ensemble. Nous vous proposons deux choses. La première, c'est lorsque je lancerai le sondage, c'est d'utiliser l'application WooClap, enfin, qui est plutôt un lien et pas une application mobile. Donc, vous pouvez ouvrir dans votre navigateur. J'ai posté dans le chat et je vois que mon assistante Roxane poste également de nouveau le lien. Donc, il vous suffit d'ouvrir ce lien dans votre navigateur. Normalement, actuellement, vous devriez simplement avoir une page d'accueil qui vous dit qu'il y a encore de sondage qui est lancé. Mais donc, cela nous permettra un peu de vous poser des questions et d'avoir votre opinion sur les sujets que nous allons pouvoir discuter ensemble. Et puis la deuxième chose, c'est que nous vous demanderons de bien couper les micros, comme c'est le cas actuellement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Donc, dans le menu, en bas, vous avez une bulle qui apparaît. Et donc, vous pouvez effectivement poser vos questions. Et si vous voulez préciser à qui vous posez la question, ça peut être encore mieux. Voilà, je pense avoir fait cette introduction avec les détails techniques. Donc maintenant, il me revient à présenter les personnes qui ont accepté bien gentiment notre invitation à discuter. Et donc autour de cette table virtuelle, je suis assis en compagnie de 5 invités. Tout d'abord, Nicolas Installé. Nicolas est directeur exécutif de Futurocité, le centre d'innovation wallon qui sensibilise nos villes et communes à l'intelligence urbaine. Alors Nicolas, vous étiez présent au meet-up que je viens d'évoquer. Et pour ceux qui n'étaient pas là ou qui ne sont pas familiers avec le concept, est-ce que vous pourriez en quelques mots nous dire ce que l'on entend par intelligence urbaine? Intelligence urbaine, c'est un mot différent pour parler de territoire intelligent, de smart city, de smart territoire. Il y a beaucoup de vocables différents qui recouvrent cette notion-là. Et c'est vrai que si on veut en deux mots en faire une synthèse ou une définition plutôt technologique, et c'est tout à fait lié avec le sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'un territoire intelligent? C'est un territoire qui réussit à exploiter les données du territoire pour aller pour offrir de nouveaux services aux citoyens ou pour améliorer l'efficacité de l'administration, etc. Donc, la donnée est un élément vraiment central dans la définition d'un territoire intelligent, d'où l'intérêt du workshop d'aujourd'hui. Merci. Ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir Quentin Félix, le cofondateur de la startup Data Village ou Data Village. Alors, Quentin, après cette notion d'intelligence urbaine, peut-être un clin d'œil, est-ce qu'il faut voir dans ce nom Data Village une référence au milieu rural? Alors, pas vraiment au milieu rural. Bonjour à tous, d'abord. Alors, c'est pas en référence au milieu rural, ni même au territoire, mais plutôt aux citoyens, en fait, aux consommateurs. Donc, la mission de Data Village, c'est de permettre aussi bien aux organisations, qu'elles soient publiques et privées, qu'à leurs consommateurs, donc aux citoyens, de bénéficier conjointement de l'ouverture des données personnelles.
Très bien, merci. Merci Quentin. Alors également avec nous Antoine Hublet, qui est chef de projet IA, donc intelligence artificielle, à l'Agence du numérique. Alors Antoine, la Wallonie s'est dotée récemment d'une stratégie en la matière, appelée Digital Wallonia for AI, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pourriez brièvement nous en donner les lignes directrices ou le principe? Donc, la stratégie Wallon en intelligence artificielle Digital Wallonia for AI se décompose en 4 grands axes, qui sont en fait 4 domaines d'application sur lesquels on travaille. Un premier axe, donc, qui est l'axe sociétal, c'est-à-dire qu'on crée et on soutient des actions de sensibilisation pour faire comprendre aux citoyens qu'est-ce que l'intelligence artificielle. On a aussi un axe entreprise, donc on offre aux entreprises des programmes d'accompagnement pour, d'une part, comprendre en quoi l'IA peut ouvrir des portes, donc quelles sont les opportunités de l'IA pour l'entreprise, et d'autre part un second programme qui s'appelle Tremplin IA et qui vient récemment d'être ouvert et dont l'appel à projet se trouve sur le site, et qui consiste à faire un POC, donc un Proof of Concept, c'est-à-dire qu'on va faire une étude de faisabilité, une implémentation d'un prototype IA pour les entreprises. Et ces programmes, en fait, sont subsidiés à hauteur de 55 à 75% et sont là justement pour aider les entreprises à franchir le cap vers l'intelligence artificielle. Ensuite, on a un troisième axe qui est l'axe formation. Bon, je ne vais pas donner beaucoup de détails, mais en gros, on travaille avec le consortium Numeria pour proposer des formations autant avancées que autant des formations pour les novices en IA et autant pour les chefs de projet que pour des développeurs. Donc, on a vraiment un package de formation à destination de tout public. Et dernièrement, on a l'axe partenariat qui vient justement en appui à tous ces dispositifs et qui permettent de travailler de manière cohérente sur notre territoire. Voilà, merci Antoine. J'espère que cela aurait été intéressant, surtout pour les personnes qui ne connaissaient pas encore cette stratégie digitale Wallonia for AI. Nous avons également Xavier Girard avec nous. Xavier, vous êtes Delivery Manager et expert Smart City auprès de la société Ingestic, une entreprise de conseil qui a fait de l'informatique durable et de la ville intelligente son cœur de métier, si l'on peut dire. Est-ce que vos clients sont dès lors en majorité des villes et communes wallonnes? Alors bonjour à toutes et à tous. Alors oui, une partie de nos clients sont effectivement des villes et des pouvoirs publics en Wallonie, mais également à Bruxelles, en Flandre. On a aussi des clients qui sont un peu plus diversifiés en Europe, par exemple un gros pôle en France. Maintenant, nos activités sont aussi au service des territoires, mais dans une dimension plus privée, dans le sens où on travaille aussi avec des entreprises, des industries, par exemple, qui ont pour vocation, elles, de délivrer des services autour des territoires. Donc, la thématique reste la même, bien sûr, mais la façon d'arriver à l'objectif suit un chemin un peu différent. Très bien, merci Xavier. Et enfin, last but not least, comme on dit, je remercie également Ashwin Itou de nous avoir rejoints. On se connaît bien Ashwin. Ashwin est professeur de système d'information d'informatique à HEC Liège, spécialiste en data science et en technique d'intelligence artificielle. Et Ashwin, donc on co-organise ensemble également les meet-up Data Science Liège. Donc, comme on le disait, tu as pu intervenir à ce titre-là. Simplement, avant de te donner la parole, j'aimerais qu'on fasse un premier, parce que la question va être d'abord de bien définir les termes, et je pense que je m'adresserai tout d'abord à toi, Ashwin, pour essayer de clarifier certaines choses, mais j'aurais envie de remercier ou de faire plutôt participer déjà nos participants pour leur demander quel est leur niveau de connaissance sur le sujet. Donc, je vais me permettre de lancer le premier, voilà ce qui est fait. Vous devriez normalement maintenant voir apparaître, si vous tapez wooclap.com /smart 2020, simplement ici une question sur votre niveau de familiarité avec la notion de data science. Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre à la question, ce qui nous permettra de mieux cerner peut-être le niveau de connaissance de l'audience. Et je vais partager mon écran, ou plutôt l'application, pour vous faire part des résultats
parce que sinon, ce sera évidemment compliqué. Donc, voilà. J'imagine que vous voyez là les choses et donc je vais me permettre, alors il faut juste que je me familiarise un peu avec les choses et donc je clique sur résultat et donc on voit quand même qu'en majorité nous avons ici des personnes avec nous qui ont une très bonne connaissance du sujet. Et donc voilà, on a 2 personnes qui ont répondu qu'ils n'ont qu'une vague idée de ce que cela représente, mais heureusement, tout le monde plutôt a déjà entendu parler de data science. Mais bon, pour les personnes qui sont moins familières, Ashwin, bonjour. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un peu Bonjour, une Nicolas. définition, une clarification sur la notion de data science? Oui, ce serait possible, mais c'est une question qui est assez complexe parce que c'est un sujet qui est défini par différentes personnes différemment, je pense, et chacun a ses propres perceptions. Donc, ma perception à moi est basée sur tout ce qui est machine learning et deep learning, parce que c'est mon domaine à moi. Mais si quelqu'un travaille dans un autre champ, par exemple, tout ce qui est analytics pure ou statistique, sa vision sera influencée par ses compétences. Dans mon cas, donc, je pense que c'est important de distinguer tout ce qui est IA et tout ce qui est data science. L'IA lui-même, ça reste un champ d'études et de recherche qui est vaste. Il y a plusieurs types d'IA, hein, apprentissage supervisé, non supervisé, apprentissage par renforcement, etc. Et parmi ces approches de l'IA, seulement quelques-uns sont utilisés dans le data science, notamment en particulier tout ce qui est apprentissage supervisé. Aux différences entre IA et data science, je pense que l'IA est un champ d'étude, tandis que le data science est un corps de métier qui reprend les techniques développées dans la recherche de l'IA. Et dernière différence très importante à mon avis est le fait que dans les recherches qui sont dans les applications ou la recherche liée à l'IA, souvent, on n'a pas de la recherche pure ou fondamentale, on n'a pas l'entreprise qui est au centre de nos recherches, qui dirige nos recherches, tandis qu'avec le data science, on souhaite appliquer des méthodes qui proviennent de l'IA, mais afin de créer de la valeur ajoutée pour les entreprises. Donc, c'est difficile à définir ce que c'est le data science tel quel, mais c'était plus facile pour moi de faire une comparaison avec l'IA pour que vous puissiez comprendre la différence entre ces deux champs. Très bien. Merci Ashwin voilà, pour une rapide mise à niveau. Mais on peut constater que la majorité des personnes qui sont avec nous ce matin ont également déjà. Donc, on va pouvoir passer maintenant à peut-être des exemples concrets qui se rapprochent à la thématique du jour, ou en tout cas au cadre. Xavier, en préparant cette discussion, lorsque je vous ai demandé quel était le sujet incontournable selon vous concernant la data science au service des collectivités, vous m'avez répondu la transition énergétique et la mobilité. Est-ce que vous pourriez dire sur ce dernier terme pourquoi est-ce que pourquoi la mobilité est si importante? La mobilité, c'est quelque chose qui est crucial déjà, ne serait-ce que on parle ici de services au territoire, dans les discussions qu'on peut avoir, dans les impacts que les citoyens peuvent avoir là-dedans et aussi dans leur recherche de sens et leur recherche de solutions. On sait que la mobilité actuellement est quelque chose de primordial, alors que ce soit d'un point de vue écologique, d'un point de vue organisationnel. Je parlais de l'énergie aussi d'un point de vue énergétique, le fait que l'électrification de la mobilité arrive de plus en plus. Ça veut dire aussi qu'il y a un nombre d'acteurs qui est de plus en plus nombreux à vouloir se pencher sur la solution. Qui dit acteur dit aussi producteur de données. Et qui dit producteur de données dit aussi beaucoup plus un pool beaucoup plus important pour justement pouvoir créer des use cases, pouvoir commencer à trouver des solutions et faire un peu émulsionner comme
un espèce d'écosystème dans lequel tout le monde peut commencer à travailler et trouver des solutions qui sont innovantes, qui sont modernes et qui sont vraiment efficaces pour être mises en place et pas uniquement théoriques, mais vraiment quelque chose qui peut atteindre directement le citoyen et être utile. Très bien, merci. Je me tourne maintenant vers Nicolas. Nicolas, je me souviens, je n'avais pas pu être physiquement présent lors du dernier meet-up, mais j'ai assisté à la présentation à distance et je me rappelle que vous aviez donné des exemples bien concrets. Il y en avait 3, j'ai rapidement pris note, un projet avec PSA et IBM, donc PSA, le groupe Peugeot Citroën, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Un autre, c'était Parc ici, et enfin un autre cas français, QSeat. Et donc dans ces 3 cas, de nouveau, on est finalement sur la mobilité, ou en tout cas des choses liées à l'automobile ou voilà, au déplacement. Donc est-ce que c'était voulu, ou est-ce que vraiment, si on parle data science ou service collectivité, d'office, on voit tout de suite apparaître des exemples sur la mobilité? Mais effectivement, il est beaucoup plus évident d'avoir des use cases avec la mobilité parce que, comme l'a dit Xavier, il y a énormément de données qui sont gérées par toute une série de nouvelles formes de mobilité. On peut parler des nouvelles formes de mobilité comme les mobilités douces, les trottinettes qui sont d'office électriques et connectées. On peut parler aujourd'hui, beaucoup de cyclistes ont un GPS sur leur smartphone, un GPS qui est lui-même connecté, qui remonte énormément de données. Et effectivement, toutes ces données peuvent être analysées ou même gagnent à être analysées pour améliorer justement la manière dont les déplacements peuvent s'effectuer en ville. On sait qu'avec le confinement, ce genre d'usage a explosé et on voit qu'à Paris, il y a eu énormément d'études qui ont été faites, par exemple, sur quels sont les boulevards les plus fréquemment utilisés, donc là où le politique devrait faire des aménagements, quels sont les points de ralentissement, les points de rupture dans le déplacement d'un cycliste, etc., les points les plus accidentogènes. C'est toute une série de données, et c'est le même exemple qu'il y a eu avec PSA et la région Wallonne qui a fait ce use case il y a quelques années. Toutes ces données qui peuvent être remontées sont une mine d'or d'informations pour améliorer la manière dont les personnes peuvent se déplacer. Et c'est vraiment ces exemples de mobilité, des exemples évidents d'utilisation des données sur le territoire. Ouais. Et donc ces exemples, parce qu'effectivement PSA, un groupe français, QSeat, si je me rappelle bien, c'était dans la région de Bordeaux. Oui, le fait d'avoir été chercher des exemples, je veux dire, chez nos voisins français, c'est quoi? C'est parce qu'on a un déficit d'exemples en Wallonie ou en Belgique? Il y a 2 choses. L'exemple avec PSA, c'est un exemple wallon. Hein. PSA est une firme française, mais c'est un projet qui a été mené par le SPOE, le service public de Wallonie, la direction des routes, en collaboration avec effectivement des entreprises étrangères, IBM et PSA. Mais pour ce qui est des PME, on a quelques exemples en Belgique. Maintenant, je voulais être un petit peu neutre aussi dans mes exemples et donc aller chercher des exemples inspirants ailleurs. C'est la raison pour laquelle j'ai été chercher ça ailleurs. Maintenant, c'est sûr qu'il y a énormément de choses à faire encore en Wallonie, et donc on a une belle marge de progression, on va dire. Très bien, merci. Antoine, existe-t-il, donc outre la mobilité, toujours en restant dans le cadre du service aux citoyens et aux collectivités, d'autres champs d'application qui profitent de l'avancée de la data science au sens large, comme nous l'a indiqué Ashwin? Le data science va vraiment dans de nombreux domaines aider le citoyen. Je prends l'exemple aussi de la cybersécurité, qui est en fait un peu présente partout, que ce soit au sein des communes, mais aussi au sein des entreprises et au sein en fait de toute machine que pilote un utilisateur. C'est un thème qui est omniprésent et qui pour moi est vraiment boosté par la quantité de données qui est générée chaque jour. Donc c'est vraiment un point important. Et il y a aussi le côté médical, je dirais, qui est un domaine extrêmement important pour le citoyen. Aujourd'hui, on arrive à faire des choses incroyables avec la data science, notamment en travers de diagnostics, de traitements de médicaments ou de maladies, plus simplement. On arrive à faire des choses qui sont à la fois personnalisées et qui sont aussi plus efficaces
Quand on voit aujourd'hui que comment dire, pour de l'imagerie médicale, dans le temps, ça prenait peut-être, je dirais 30 minutes pour générer 80 images. Aujourd'hui, en 4 secondes, on en génère 1000 et on arrive à des, comment dire, des résultats bien meilleurs et qui viennent aider le médecin dans sa prise de décision. J'aime bien dire Très aider bien. le médecin dans la prise de décision et ne vient pas, comment dire, remplacer le rôle du médecin, bien au contraire. Merci Antoine. Avant de revenir vers Quentin et Ashwin, je viens de lancer une nouvelle question sur le WooClap. C'est pas vraiment un sondage d'opinion, mais c'est plutôt ici des exemples que vous pourriez avoir. Donc, si vous switchez, et donc tout le monde est le bienvenu pour participer, vous voyez que la question que je vous pose ici, c'est d'après vous, en matière justement de data science, quel domaine d'application relatif aux citoyens que vous êtes, toutes et tous, quel est le plus prometteur pour l'année qui vient. Donc voilà, vous pouvez rentrer plusieurs éléments. Donc voilà, qu'est-ce qui vous vient en tête et qu'est-ce que vous sentez comme étant les domaines d'application importants pour l'avenir. Voilà, donc je vous laisse répondre. Donc à nouveau pour ceux qui nous ont rejoints un peu plus tard, donc c'est wooclap.com/smart2020 pour pouvoir participer et renseigner quelques éléments. Et je vais partager de nouveau mon écran pour que l'on puisse voir un peu quelles sont les réponses qui nous sont fournies. Et je demanderai ensuite à Quentin de réagir aussi par rapport aux réponses que vous nous donnez, et ce qui permettra aussi d'avoir son avis sur le sujet. Alors, un petit moment, je vois que vous êtes déjà quelques-uns à avoir montré cela. Alors, événement. C'est pas celui-là que je dois partager. Alors, voilà, je vais lancer le nuage de mots en espérant que ça fonctionne. Voilà. Donc voici le nuage de mots qui s'affiche. Peut-être que c'est pas toujours hyper lisible, mais on peut aussi faire une de résultats. Je vais revenir, mais on ne les a pas tous. Donc voilà. Est-ce que je peux peut-être demander à Quentin de réagir par rapport à ce qui est fourni ici comme élément et Quentin, quel est votre point de vue sur le sujet? Oui, je vais commencer par dire que j'ai entendu un mot que j'aime beaucoup, qui résonne pour moi, c'est le mot écosystème. Donc, je pense que on peut bien entendu créer de nouvelles solutions liées à la mobilité du citoyen, liées à la santé du citoyen, en utilisant des données ouvertes ou des données anonymisées. Mais quand on parle en termes d'écosystème, il ne faut pas envisager ça comme des organisations privées, des organisations publiques qui travaillent entre elles pour fournir des solutions aux citoyens. Il faut envisager cet écosystème étant centré sur le citoyen, et donc c'est-à-dire en mettant le citoyen au centre de l'équation. Si on parle en termes de data science, on va pouvoir bien entendu utiliser des données ouvertes ou des données anonymisées, mais si on met le citoyen au cœur de cette équation, on va pouvoir enrichir les résultats en croisant avec des données qui viennent directement du citoyen. Et donc, on a parlé dans un écosystème de mobilité de voitures connectées. La voiture connectée, c'est une donnée comportementale. Pourquoi? Parce que la voiture, elle ne va pas bouger toute seule. C'est le citoyen qui va rentrer dedans, qui va aller d'un point A à un point B, qui va faire une recharge sur le chemin, qui va rentrer à la maison. Et cette donnée est donc liée directement à la personne. Et donc, cette donnée comportementale, si on veut qu'elle vienne enrichir justement ces plateformes de conseil ou de prédiction au point de vue de la mobilité, au point de vue de la santé, donc du service aux citoyens, on peut s'inspirer de l'exemple de la Flandre, qui au mois de septembre a annoncé la création de ce qu'ils appellent un data nieuwsbedrijf, donc c'est-à-dire vraiment une société d'utilité publique
pour la donnée du citoyen, qui va permettre à chaque citoyen flamand de justement avoir un endroit sécurisé avec une gouvernance assez forte dessus, lui permettant de justement récupérer ces données personnelles. Donc, ces données personnelles, c'est ma voiture pour mes déplacements, ma smart car, mes wearables, donc mon Fitbit par exemple pour la santé, et les remettre dans un endroit sécurisé pour par la suite justement permettre de les croiser et d'en tirer de l'information qui va permettre à moi personnellement en tant que citoyen d'améliorer ma vie de tous les jours, mais aussi de contribuer à la recherche, à l'innovation pour la création de nouvelles plateformes à destination des citoyens. Et donc, on voit clairement un premier pas d'une première région en Europe, voire peut-être même au monde, qui est la Flandre, qui dit, moi, je vais permettre à mes citoyens de remettre la main sur leurs données et derrière, on va, grâce au fait de les remettre au centre de l'écosystème, on va créer de nouvelles solutions à destination du citoyen lui-même. Super, merci Quentin. On reviendra aussi à cette question-là lorsqu'on va parler dans quelques secondes d'open data. Je crois que ce sera intéressant le sujet. Je me retourne maintenant vers Ashwin. Ashwin, tu as mentionné tout à l'heure en introduction que la data science finalement avait cette caractéristique de pouvoir s'appliquer à des domaines très concrets. C'est ce qui la différencie un peu et qu'on avait besoin de données empiriques aussi des entreprises, etc. Ici, on a posé une question sur quels sont les champs d'application. Est-ce que du point de vue de la recherche scientifique, en data science, que forcément tu connais bien, est-ce qu'il y a des domaines d'application qui sont plus fortement étudiés que d'autres par justement les chercheurs? Oui, en effet, ça se voit de manière assez explicite. Je parle surtout de l'IA, l'application du data science. Donc, tout ce qui est mobilité avec les self-driving cars, c'est un sujet qui est pour l'instant assez chaud dans la recherche des algorithmes de l'IA. La santé, comme l'a dit l'un de nos interlocuteurs, a connu des progrès énormes grâce au deep learning récemment. Et les résultats montrent que la qualité obtenue par des algorithmes pour analyser des images est même meilleure que le résultat obtenu par les médecins humains. Donc la mobilité et la santé sont deux champs d'application. L'énergie aussi avec les smart meters. Il y a pas mal de recherches qui se fait sur ce sujet-là pour comment mieux gérer sa consommation électrique et mieux implémenter les market mechanisms entre les consumers et les prosumers, comme on les appelle. Donc, 3 champs pour moi, mobilité, qui bouge très, 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 très fort. Mobilité, en Asie, surtout à Singapour et en Chine, ils commencent déjà à investiguer des driverless cars, surtout pour la livraison des colis postaux, etc. Je pense qu'en Europe, ça va prendre un peu plus de temps. C'est pas une question technologique seulement, mais une question de régulation aussi, je pense. Parce que il faut mettre les règles en place et différents pays, même s'ils ont différents types de règles, il faut aligner tout ça. Et un aspect qu'on oublie souvent, par contre, c'est l'aspect safety. Parce que quand on développe des algorithmes de l'IA, nos méthodes d'évaluation sont différentes de celles qu'on devrait utiliser pour valider l'aspect safety des voitures autonomes. Donc, mobilité Très bien. sera, Donc, à mon avis, mobilité, un des champs. mobilité, santé et énergie, alors, si Énergie, je oui. résume un peu. Ouais. Ouais, Mobilité, énergie et santé, oui, voilà. Parfait. Merci Ashwin. J'aimerais à présent qu'on fasse le point sur le niveau de maturité de la Wallonie par rapport à toutes ces questions qu'on vient d'évoquer. Nicolas, Futurosité, le centre d'innovation que vous dirigez, a récemment sorti un baromètre 2020 sur la culture du numérique au sein de nos villes et communes. Et on y apprend que je lis ce que j'ai pu noter, seule une commune ou ville sur 3 tiennent à jour un inventaire des données et que seulement 1 sur 4 exploite les données.
Donc ma question, c'est peut-être d'abord de quelles données parle-t-on ici? Et deuxième question, est-ce que finalement, ce n'est pas un peu un constat d'échec? Oui, alors effectivement, de quelles données est-ce qu'on parle? On parle bien des données du territoire, donc les données propres à l'administration. Effectivement, on voit quand même, parce qu'on avait fait un premier baromètre en 2018, on voit qu'il y a eu un progrès entre 2018 et 2020. Déjà pour une raison très simple, c'est que le RGPD est passé par là, qui a obligé quand même les administrations à commencer à centraliser, à inventorier toutes les données dont elles disposent. Alors, elles ont commencé bien sûr par les données personnelles que recouvre le RGPD, mais certaines sont allées plus loin. Malgré tout, il y a encore beaucoup de travail à ce niveau-là, comme on peut le voir. Et en termes d'exploitation, la maturité des villes communes n'est pas encore assez présente. En termes de culture, elles n'ont pas encore cette culture de l'impact que peuvent avoir leurs données pour, si elles sont bien exploitées, bien partagées, peuvent donner beaucoup plus de valeur à leur territoire et à leurs actions. Très bien, merci Nicolas. Antoine, vous représentez l'ADN. Alors peut-être là, je sais aussi qu'il y a un constat peut-être plus large, puisque l'ADN, finalement, l'Agence du numérique, et au travers de Digital Wallonia, sort également un baromètre, mais plus large. Est-ce qu'on peut considérer que ici, c'est un constat qui est partagé, ou est-ce qu'on peut considérer que quand même dans nos entreprises, les choses sont, je veux dire, plus avancées que dans les entités publiques? Tout d'abord, je vous avoue que mon rôle se limite plus globalement à l'intelligence artificielle, mais je vais tenter d'en parler au mieux pour mes collègues. Alors, on sort pas mal d'études sur notamment la maturité numérique des citoyens. On a aussi des études qui se font en collaboration, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, l'HEC, sur tout ce qui est commune, mais aussi sur la maturité numérique des entreprises. Les résultats montrent en général qu'il y a une évolution en termes d'utilisation de la donnée, que ce soit au travers de smartphones, d'ordinateurs, de tablettes, aussi en termes d'usage web. Donc, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, on a plus ou moins 90% des ménages qui ont accès à Internet. Et donc, au final, on génère beaucoup plus de données. Et il en est, je crois, de même pour la maturité numérique des entreprises. Qui aujourd'hui se voit de plus en plus intéressé par l'utilisation de la donnée et l'exploitation de la donnée. Et si je ne me trompe pas, en termes de communes, par exemple, on sait aujourd'hui que 27% des communes ont une politique de gouvernance de données, mais aujourd'hui, avec le Covid, comme me dirait ma collègue, on est dans une transition numérique qui fait que de nombreux acteurs tels que les entreprises, les communes, font le pas en avant vers la donnée et vers son exploitation. Très bien, merci. Xavier, donc, vous m'aviez aussi dit que forcément, ne pas considérer qu'il y avait un retard, ce serait se mentir, se voiler la face. Mais on sent bien qu'il y a quand même une évolution positive en même temps. Mais à quoi est-ce qu'on peut, on doit finalement ce retard? Est-ce que c'est un manque de conscientisation de nos élus sur le sujet? Je pense que les sources sont assez multiples, hein, et comme je le disais, effectivement, considérer ça comme un échec, c'est quelque chose, c'est de toute façon quelque chose de négatif, et c'est pas le but. J'aime bien ce que disait Nicolas, c'est ce qu'on a, c'est une marge de progression en fait. Hein, il faut comprendre que le tournant numérique a été en Belgique, et il faut aussi le dire, en Wallonie, n'a pas été des plus dynamiques au moment où il aurait fallu le faire. Maintenant, prenons-le en main, sachons-le. Et ce qu'il faut, c'est surtout aller défendre les bonnes initiatives. On a ici l'ADN, on a ici Futurosité. Je pense que ce type d'écosystèmes sont vraiment le genre de choses qui peut permettre de créer des idées, de partager des bonnes pratiques, de mettre en place aussi un petit coup de pouce financier pour faire des proof of concept, tester des choses. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. On voit aussi que dans la plupart des territoires qui sont, je veux dire, dans les bons élèves sur certains domaines de la data science, c'est beaucoup d'initiatives qui sont à la base relativement personnelles. On a quelqu'un qui a été peut-être éveillé plus facilement au numérique, qui vient d'un domaine un peu différent, un peu plus voilà, d'un côté géographique, d'un côté mathématique, d'un côté quelque chose qui fait que
dans la maturité de ces personnes, il y a quelque chose à lancer. Et donc, ils servent un peu de moteur. Et ces moteurs-là, je pense que c'est très important de pouvoir les identifier, pouvoir les faire parler, de pouvoir les faire échanger aussi, pour qu'ils puissent servir un peu d'exemple et faire de l'évangélisation. Parce que, par exemple, voilà, nous aussi, en tant qu'acteurs privés, c'est notre rôle de faire ce genre d'évangélisation. Les écosystèmes permettent de les faire connaître. C'est tout ce genre d'efforts qui vont faire qu'à un moment ou l'autre, cette marge de progression, elle va vraiment être prise en compte et qu'on va arriver à des choses qui vont pouvoir aller aussi bien dans des territoires qui sont plus grands, des grandes villes, mais également dans les territoires plus petits, à des domaines plus réalistes aussi pour ces territoires. Très bien. Et je suppose alors aussi qu'on peut s'inspirer finalement d'initiatives qui sont prises à des endroits où la maturité est sans doute un peu plus grande. Quentin, vous avez évoqué le cas de la Flandre, et je vois que Isabelle Rawar nous demande aussi si la Wallonie devrait copier finalement le modèle flamand. Est-ce que là, on a des choses intéressantes de ce point de vue-là? Est-ce qu'on peut considérer finalement que, je n'ai pas envie de dire une fois encore, mais que finalement, la Flandre a pris une petite longueur d'avance sur la Wallonie? Alors pour commencer, j'aimerais dire que la Wallonie n'est pas un endroit où il ne se passe rien non plus, hein. C'est loin de là. D'ailleurs, on a participé au Géo Challenge qui est organisé cette année par le Géoportail pour justement exploiter les données géospatiales mises à disposition par le Géoportail et par la Wallonie et proposer. Et nous avons répondu au défi mobilité. Nous avons été les lauréats de ce défi pour la création justement d'une plateforme de mobilité en croisant des données publiques, des données ouvertes et des données personnelles. Donc, je veux dire, au niveau de la Wallonie, les choses sont en train de se décanter et on va dans la bonne direction. Pour revenir sur la question de l'exemple de la Flandre, si je lis la question dans le chat, en effet, dit comme ça, de manière brute, ça peut un peu faire peur de dire est-ce que j'ai envie de donner au gouvernement régional ou fédéral toutes mes données personnelles? Ben non, évidemment, en tant que citoyen, j'ai pas envie que l'entièreté de mes déplacements via ma Google Timeline, ma Google Maps, mes données santé Fitbit soient sur un serveur ou dans une base de données du côté du gouvernement. D'ailleurs, les questions par rapport à l'application de tracing pour la Covid, a bien montré la réticence justement des citoyens par rapport à ces aspects de où vont mes données personnelles, est-ce que je vais être traqué, etc. Donc, il faut voir cette entreprise d'utilité publique s'inscrire dans le nouveau paradigme de l'économie de la donnée, c'est-à-dire celui de la décentralisation. Donc, si on réfléchit en termes de centralisation, de dire « Ah, mais une seule entité, qu'elle soit publique ou privée, va récupérer mes données, va les exploiter et m'offrir un service personnalisé derrière », en effet, il y a peu de chances que ça fonctionne et dans tous les cas, en Europe, via le RGPD, ça va être très difficile de pouvoir faire quoi que ce soit avec ces données. Donc, ce n'est ni éthique ni compliant au niveau normatif, au niveau des régulations. L'idée ici, c'est vrai, et d'ailleurs de la Flandre, c'est de s'inscrire dans un nouveau paradigme de décentralisation de la donnée, c'est-à-dire qu'on remet la donnée du côté du citoyen et toute l'exploitation de celle-ci de bout en bout, c'est-à-dire à partir du moment où on va la chercher jusqu'au moment où on l'exploite pour en extraire de l'information, tout se fait de manière décentralisée dans des environnements qui n'appartiennent pas ni à l'entreprise ni à l'organisation publique. C'est pour cela que la Flandre a annoncé collaborer avec le projet Solid. Donc le projet Solid, en deux mots, c'est un projet qui a été lancé il y a 2 ans par Sir Tim Berners-Lee, l'inventeur du web, et qui a pour vocation justement de créer le web de la donnée. Mais le web de la donnée en remettant celui-ci du côté du consommateur, du côté de l'utilisateur, et non plus du côté de l'organisation comme c'est le cas à l'heure actuelle. Donc aujourd'hui, si j'utilise un service en ligne comme Facebook par exemple, je me connecte à Facebook et mes données sont sur un serveur du côté de Facebook. Pareil si je vais sur le portail de mon administration publique. Le but du projet Solid est de fournir à chaque individu ce qu'on appelle son personal data store, son pod. Donc, c'est vraiment un endroit de stockage personnel dans lequel les données vont pouvoir être stockées, exploitées et dans lequel une plateforme tierce va pouvoir demander l'accès. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir que cette plateforme pour fournir son service et toutes les données centralisées chez elle, elle va demander directement l'accès au personal data store
du consommateur afin de pouvoir exploiter celle-ci, bien entendu, avec des protocoles et une gouvernance assez stricte pour s'assurer que l'utilisateur final reste en contrôle de ses données personnelles tout au long du cycle de vie de celle-ci, en fait. Et donc, Ouais, voilà. merci Quentin. Et on reviendra effectivement sur oui, la question de la sécurité, c'est important. Je reviens aussi sur quelque chose que vous avez dit au début de votre intervention, sur le fait qu'on n'a pas nécessairement envie de partager ces données personnelles. Et donc Nicolas parlait au départ plutôt de données géographiques et pas nécessairement de données personnelles. Mais il y avait aussi une question sur la valeur ajoutée qui peut être, en utilisant justement ces données personnelles, une fois par exemple qu'elles seraient anonymisées. Je viens de lancer un petit, si vous allez sur le WooClap, j'aimerais bien un peu avoir votre opinion sur la question qui s'affiche, c'est-à-dire est-ce que vous seriez, vous, disposé à partager davantage de données vous concernant, si ça peut mener effectivement à de la valeur ajoutée et des services dont vous pourriez bénéficier. Si vous pouvez rapidement, comme ça on verra un peu ce que vous en pensez et si vous êtes d'accord finalement avec cette affirmation. Et de nouveau, je vais partager l'écran pour voir un peu quels sont les résultats. Alors, juste un moment. Partager. Autoriser. Donc, voilà, normalement, vous devriez voir les résultats. Voilà. Alors, plutôt, on voit quand même une majorité qui sont neutres, qui n'ont pas nécessairement un avis sur la question. On a 2 personnes qui ne sont pas d'accord, mais sinon, dans l'ensemble, quand même des personnes qui seraient d'accord à condition que ça leur soit bénéficiable. Pour rebondir sur ce sondage, en effet, il y a deux facteurs primordiaux. Le premier, c'est la confiance, bien entendu, et la confiance passera au travers de la transparence de ce qui est fait par rapport au fait d'utiliser ces données personnelles à des fins de création de nouveaux services, en fait. Donc, c'est vraiment primordial d'embarquer l'utilisateur final, le citoyen, dès le début dans la création justement de cet écosystème centré sur lui. Tout à fait. Alors, on l'a cité tout à l'heure, c'est un terme important et je vois que l'heure tourne. Un terme qui revient sans cesse, c'est celui de l'open data. Alors, je me tourne peut-être vers Ashwin. Ashwin, est-ce qu'en quelques mots, il serait possible de dire ce que l'on entend par open data? Oui, alors l'open data, comme le nom l'indique, sont des données qui sont disponibles, qui sont accessibles à tout le monde, et surtout dans un format qui est neutre en fait, donc qui n'est pas du tout proprietary, et des données que tout le monde peut utiliser. C'est un concept qui a été développé il y a déjà, je pense, une vingtaine d'années, qui a été lié un peu à la mouvance du web sémantique, mais qui prend un peu de temps avant de vraiment décoller, je pense. Très bien. Xavier, en préparant aussi la table ronde, vous m'avez dit qu'il était très important de bien distinguer l'open data public, Ashwin vient de le dire, des données qui seraient accessibles à n'importe qui, de l'open data restreinte. Est-ce que si on parle de restreinte, Xavier, on peut toujours considérer que c'est de l'open data? Quelle distinction y a-t-il à faire ici? Pour moi, il faut vraiment voir l'open data comme étant un partage de l'information et une mise à disposition de l'information. Alors, l'open data tel qu'on l'entend maintenant, dans sa généralité, c'est plutôt, on se dit, ben voilà, on ouvre ces données à tous les citoyens de manière neutre, de manière gratuite pour que les choses se fassent. Il faut voir que dans les usages, pour moi, le premier utilisateur d'une plateforme data, c'est celui qui en est l'administrateur. On peut prendre l'exemple d'une commune. Une commune qui a une plateforme open data peut tout à fait utiliser certaines des informations pour faire discuter ensemble ces différents services, en bénéficiant des mêmes avantages que la plateforme open data, c'est-à-dire exactement la même chose des domaines, des formats qui sont partagés, un endroit où la donnée est centrique, où elle est unique, où elle est toujours à jour. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important. Il faut voir aussi que dans l'open data, entre les deux, on pourrait imaginer de l'open data, mais de l'open data payant. Donc certaines informations sur lesquelles
et qui peuvent être mises à disposition des plus grands nombres, mais contre rétribution, parce que le territoire qui est lui-même le producteur de cette donnée sait que derrière, il y a du travail pour amener ces données, il y a aussi de la valeur à mettre dessus, et donc c'est tout à fait normal, tout travail mérite salaire, qu'il y ait quelque chose en contrepartie. Et justement, on a une question, Xavier, ici. Qu'est-ce qu'on peut dire justement, parce qu'on parle de valeur, mais il faut aussi, il y a une question qui nous est posée par Nicolas sur la fiabilité des données. Est-ce qu'on peut considérer que si le citoyen apporte de la donnée, est-ce qu'on peut considérer que d'office, c'est de l'information qui est fiable? Alors ça, c'est comme dans n'importe quelle source de données. Le principe même d'une source de données, c'est que, et plus loin dans toute cette partie de l'open data, il faut avoir une gouvernance de la donnée. Donc il faut savoir d'où viennent ces données, il faut savoir comment elles sont amenées, comment elles sont traitées, comment elles sont partagées. Alors dire que l'information qui vient du citoyen est moins fiable que l'information qui pourrait venir, prenons un exemple très simple d'un capteur qui a été mis en rue, oui, quelque part, l'information du citoyen peut être moins objective que ce que fait un capteur. D'un autre côté, interpréter une donnée, on le sait bien, c'est déjà faire un travail de mettre du sens dessus. Donc, réussir à avoir quelque chose de tout à fait objectif et de quelque chose qui est très utile par des données par le citoyen peut être tout à fait le cas, comme des données de capteurs peuvent donner des conclusions qui sont fausses. Donc, c'est vraiment un travail qui doit être fait sur tout le processus de la donnée, depuis sa création jusqu'à son utilisation, pour vraiment étudier comment est-ce qu'on peut amener de la valeur et du sens là-dessus. Très bien. Merci Xavier. Je me tourne maintenant vers Nicolas parce que dans le baromètre 2020 qu'on a cité, qui a été lancé donc avec l'enquête de Futurosité, on parle aussi donc d'open data. Et moi, il y avait quand même un paradoxe ici que je voulais soulever, c'est-à-dire que bon, si on met de côté je crois que c'était 21% des communes et villes qui disent qu'elles ne savent pas ce que c'est que l'open data, toutes les autres semblent dire à la toute grande majorité que c'est une véritable opportunité. Mais à l'heure actuelle, je lisais que finalement, il y en avait moins d'une sur 5 qui ouvre ces données. Donc, est-ce que ce n'est pas un peu un paradoxe? Est-ce que c'est compliqué d'ouvrir ces données? Alors, il y a plusieurs réponses. Déjà, le décalage entre les communes qui sont conscientes de l'intérêt d'ouvrir leurs données et celles qui le font vraiment vient du fait qu'il faut du temps entre déjà prendre conscience de l'intérêt de la chose. Et donc, nous, c'est une action qu'on mène déjà depuis maintenant 3 ans, hein, c'est de sensibiliser les pouvoirs locaux, les pouvoirs publics à l'intérêt d'ouvrir leurs données. Hein. Comme je l'ai dit au début, la donnée, c'est quand même l'élément central dans la mise sur pied de projets SMART. La donnée, on sait bien, la donnée territoriale, si on ne l'exploite pas, qu'on la laisse dans un tiroir, ben, la donnée, ça périme, hein, elle perd en valeur. Et donc, si on ne partage pas ces données, si on ne fait pas circuler ces données, cette donnée, elle est perdue. Et donc, c'est vraiment important. Et comme l'a bien dit Xavier, les premiers utilisateurs des données sont les administrations en interne. Et donc, ça, c'est quelque chose que les communes commencent à bien comprendre. Maintenant, effectivement, le passage à l'acte est un petit peu lent, mais on voit ici, on a déjà vu une progression entre 2018 et 2020 dans notre baromètre, et on sait que dans notre prochain baromètre en 2022, on peut déjà annoncer que les résultats seront bien meilleurs pour différentes raisons. Je vais en citer 3. La première, c'est que dans la déclaration de politique régionale, le gouvernement a clairement dit que la donnée devait être une infrastructure essentielle de la région, au même titre que d'autres infrastructures matérielles et immatérielles. Donc il y a quand même une volonté derrière de mettre la donnée au centre du jeu. Alors il faut évidemment que la région s'en donne les moyens. En matière de SMART, il y a eu un premier appel à projet territoire intelligent qui a été mené par la région en 2019. Et donc ça, c'est quelque chose d'excessivement intéressant puisque 43 projets issus des villes et communes wallonnes ou intercommunales ont été subsidiés pour mettre en place justement des projets SMART. Il y avait une composante importante dans ces projets pour que les projets soient éligibles, c'est qu'il y a une composante donnée forte derrière, allant jusqu'à, pourquoi pas, ouvrir les données. Et donc ça, c'est un coup de boost aussi qui est donné au travers de cette aide financière à toutes ces administrations. Et troisième élément, c'est que nous, Futurosité, donc centre référent données au sein de la Smart Région, nous menons toute une série d'actions pour accompagner les communes justement dans pour les aider à mettre le petit doigt, on va dire, dans cet engrenage de l'open data. Et donc, on mène actuellement un programme de formation qui dure 4-5 mois et qui est d'accompagner les administrations, on en a 17 qui participent, d'accompagner les administrations à l'open data, mais via les usages. Parce que comme l'a bien dit Xavier tout à l'heure, si on ouvre l'open data mais qu'il n'y a pas de réutilisation derrière, ça n'a aucun sens. Donc nous, on va travailler sur des thématiques bien précises pour accompagner les données
à l'usage. Et donc, on a aujourd'hui 17 administrations qui sont volontaristes pour avancer. Alors, on sait que ça ne se fera pas du jour au lendemain, que ça prendra des mois, voire des années pour certaines, parce qu'il y a un manque de compétences, mais là, on est en train d'essayer petit à petit de combler le gap, mais un manque de moyens et de personnel au sein des administrations locales, en particulier pour travailler sur ces sujets-là. Mais petit à petit, on avance, et voilà, je suis tout à fait optimiste pour que notre prochain baromètre puisse mettre en évidence le fait qu'on progresse en Wallonie. Alors, merci Nicolas. Ça me permet de rebondir sur une question que j'avais posée à Quentin, notamment pour dire, voilà, si vous aviez un coup de gueule, quel serait-il? Et Quentin, vous m'avez immédiatement répondu que selon vous, le problème, c'est que les organisations, et vous incluez même les communes et villes, vous m'avez dit, elles ont tendance à s'asseoir sur les données comme si c'était leur trésor de guerre, alors qu'il y aurait tellement à faire en les mutualisant. Et vous avez précisé, mais en les mutualisant au travers ou via l'intermédiaire vraiment de la base, quoi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous entendez par là? Alors ça s'applique peut-être un peu plus aux organisations privées qu'aux organisations publiques, bien entendu, quand on parle de s'asseoir sur ces données, vraiment être très frileux, les mettre dans des silos, être très frileux au moment de les ouvrir vers l'extérieur. Néanmoins, ça peut se passer aussi dans les organisations privées. Ici, le but, c'était de dire que, surtout à l'heure actuelle, donc en 2020, avec tous ces facteurs de disruption qui sont les nouveaux acteurs globaux qui s'attaquent à des services aux citoyens locaux, les entreprises publiques et privées ont plus intérêt à s'unir entre elles pour justement ouvrir ces silos et croiser les données qu'elles ont, plutôt que d'essayer de faire cavalier seul et d'avancer Je vais prendre un exemple très concret, l'exemple de l'assurance auto. Quand on voit qu'une entreprise telle que Tesla annonce qu'elle va commencer elle-même à vendre ses propres assurances aux conducteurs de Tesla, on comprend un peu le facteur de disruption justement pour le monde de l'assurance classique, je vais dire, qui nous assurait sur ces dernières années. Donc, c'est vraiment dans cette approche-là de dire, par rapport à ces nouveaux acteurs, aux GAFA, pour ne pas les citer, qui arrivent et qui vont justement petit à petit remplacer nos entreprises locales, et à l'heure de parler de souveraineté numérique en Europe et de dire, voilà, on doit faire quelque chose face à ça, il faut vraiment embrasser tout le mindset de dire, c'est pas seulement dire on va redevenir souverain en Europe et on va rattraper un niveau de compétitivité au niveau du numérique qu'on a perdu ces dernières années, c'est vraiment rentrer dans l'ouverture totale et se dire on a la chance d'avoir en effet une norme qui s'appelle le RGPD, mais ne voyons pas cette norme comme un frein à nos activités en Europe, mais plutôt comme la base d'une nouvelle compétitivité numérique. Et cette compétitivité numérique passera par le fait de voir le RGPD non pas comme un frein, mais plutôt comme un moyen de remutualiser la donnée au travers du consommateur et donc de s'unir, peu importe si on vient de la même verticale ou cross-verticale, donc d'une industrie. On parle d'une plateforme de mobilité, mais une plateforme de mobilité, ça n'inclut pas seulement des acteurs, des pure players de la mobilité. Ça inclut une banque, un assureur, une auto, voilà. Donc, c'est vraiment mettre toutes ces entreprises autour du consommateur pour permettre justement de créer ces nouvelles plateformes et de redevenir compétitif par rapport aux GAFA & Co. Merci Quentin. Une dernière question de sondage, si vous voulez bien, pour conclure sur l'open data, et on devra malheureusement, je pense aussi, en rester là, vu que l'heure est pratiquement écoulée. Je vous demande, je vous soumets l'affirmation suivante: une politique généralisée d'open data pour nos villes et communes en Wallonie serait une excellente chose. Donc voilà, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette affirmation, n'hésitez pas, et on va voir un peu si nos invités auront réussi à vous convaincre de la chose. En tout cas, il semblerait que nos politiques, en tout cas, soient la voie à suivre. Et je vais immédiatement partager les résultats. Voilà.
Donc, vous voyez hein, qu'effectivement, vous semblez être d'accord, tout à fait d'accord. Quelques personnes restent encore neutres par rapport à ça, mais on a bien senti que c'était vraiment très important. Alors, on a aussi cité le RGPD, et évidemment, c'est lié à la protection des données, à la sécurisation aussi. C'était un des thèmes qu'on aurait voulu aborder aussi ce matin, mais je vois effectivement qu'il est déjà quasiment l'heure. Pour clôturer, je souhaiterais peut-être faire un rapide tour de table en vous posant une dernière question, et si vous pouviez répondre assez succinctement, c'est que finalement, quel serait à chacun votre conseil auprès de nos mandataires politiques à l'échelon local, que ce soit les communes et les villes, puisque c'est cela dont on parle aujourd'hui, pour progresser sur le chemin de la data science. Alors, Ashwin, peut-être? Oui, très rapidement, je pense qu'il y a 2 points pour moi. Premièrement, la formation vers les sujets STEM, donc sciences, technologie, engineering et mathématiques. Hein. Une très grande poussée vers ou promotion de ce genre de sujets. Et deuxièmement, faire comprendre aux décideurs que les data équivaut à des gains économiques et financiers. Pas de gains en retour, mais peut-être des gains en termes de réduction de coûts aussi. Donc l'adéquation entre data et cash est très important à faire aussi, je pense. Voilà. Tout à fait. Merci. Antoine? Effectivement, comme l'a dit Ashwin, la data est super bénéfique aujourd'hui pour le citoyen, mais pour tout acteur. On a besoin d'une réglementation, mais ce qui est vraiment important avant toute chose, c'est de faire comprendre aux gens qu'est-ce que la data et comment est-ce qu'on l'utilise à l'heure actuelle. Et c'est peut-être sur ce point de sensibilisation que je voudrais mettre en avant. Et donc, il faut soutenir en fait les initiatives en faveur de la sensibilisation à l'utilisation des données. Telles que celles que vous aviez déjà mentionnées au début et qui sont effectivement des initiatives wallonnes. Nicolas, peut-être? Alors, je ne peux qu'abonder dans le sens de ce que Antoine vient de dire. Hein, la sensibilisation des élus en particulier est quelque chose d'à la fois nécessaire et très compliqué, puisque pour les élus, quand on leur parle de données tout de suite, ils mettent le panneau stop, c'est technique, ça ne me concerne pas, j'envoie les responsables informatiques. Or, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que la data, avant d'être un sujet technique, c'est avant tout un sujet stratégique pour eux, pour leurs administrations, pour le développement de leur territoire. Et tant qu'ils n'auront pas compris ça, on va avoir beaucoup de mal à avancer. Moi, j'ai des contacts avec des gens au sein des administrations qui disent on a vraiment du mal à faire passer le message auprès de nos élus. Donc nous, on va continuer à taper sur le clou via tous les moyens dont on dispose parce que c'est une priorité de faire comprendre aux élus qu'il est temps de mettre en place au sein de leurs administrations une vraie gouvernance avec des personnes compétentes chargées d'animer la data. Merci Nicolas. Quentin, peut-être brièvement avoir votre avis sur cela? Oui, je dirais qu'il ne faut plus penser en termes de silos et de services aux citoyens, mais plutôt en termes d'écosystème et de services avec le citoyen, pour justement créer cette ouverture et inclure tout le monde dans la chaîne de valeur. Très bien, donc écosystème, on aura compris que c'est le mot qu'il faut retenir d'après vous. Merci. Et pour terminer, Xavier, votre conseil à nos mandataires locaux? Mais déjà, je ne peux que féliciter les autres intervenants parce que les conseils sont très bons. J'ai exactement les mêmes. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'en fait, la data science, c'est pas un objectif. On va pas faire de la data science pour faire de la data science. La data science, c'est un outil qui permet d'arriver à ses objectifs stratégiques. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et le meilleur moyen de savoir ça, c'est d'être conscient de ce qu'on est capable de faire, de quelles sont les données qui sont autour de nous, et donc forcément de tout l'écosystème qui gravite autour de nous. Très bien. Merci. Je crois que c'est sur ces beaux messages et ces conseils très pertinents que nous allons en rester là, bien malheureusement, puisque nous avions encore d'autres sujets à traiter, mais le temps qui nous était imparti arrive ici vraiment à son terme, à échéance. Merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Merci aussi aux différentes personnes qui ont animé le chat.
Je vois que les débats sont aussi animés et très, très constructifs à ce niveau-là. Donc voilà, je voudrais remercier l'organisation, le Smart City Institute, ainsi que tous leurs sponsors. Sont grâce à eux également que nous avons pu organiser ce workshop, cette table ronde. Voilà, merci messieurs. Voilà, cela s'affiche à l'écran ici. J'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre dans d'autres cadres sans doute, parce que on sent bien qu'il y a encore matière à faire et qu'il y a beaucoup d'impulsions positives et d'initiatives qui sont prises. Et voilà, nous y reviendrons certainement dans les mois qui viennent pour faire un peu le point. Merci à tous et très bonne journée et d'ores et déjà de très belles fêtes de fin d'année. J'anticipe un peu. Merci, bonne journée.